plus que de modèle méditerranéen, là, c'est surtout un modèle espagnol, en fait, qui est exporté, hein, donc c'est quand même un modèle européen. Et effectivement, quand les Espagnols arrivent en Amérique latine, leur objectif, c'est de marquer leur territoire, de civiliser des populations indigènes. Et cette civilisation, elle passe, et cette marque du pouvoir, elle passe par la création de villes, qui peut être une création extrêmement destructrice, comme le montre très bien le cas de Mexico. Hein. L'ancienne ville Tenochtitlan a été rasée, la capitale aztèque a été rasée, et c'est sur le Templo Mayor aztèque a été construite la nouvelle Plaza Mayor, hein, de Mexico. Et donc il y a une violence forte, hein, en fait, dans cette destruction. Et l'imposition de ce modèle, c'est un modèle qui est progressivement réglementé au cours du XVIe siècle, par d'abord des ordonnances de Charles Quint à partir de 1520, puis les ordonnances de Philippe II en 1573. Et ce modèle, en fait, impose finalement à toutes les créations urbaines du Nouveau Monde une organisation de la ville qui est spécifique, avec sur la Plaza Mayor une trinité qui est celle du pouvoir politique, avec le siège du gouverneur, celle du pouvoir religieux, qui est évidemment fondamentale, hein, puisque l'évangélisation, la christianisation des populations, c'est un élément fondamental, donc l'Église. Et puis le marché, hein, le lieu de l'espace commercial, puisque ces espaces sont aussi des espaces qu'on va coloniser parce qu'on veut en exploiter les ressources. Et du coup, ça crée une familiarité finalement quand on traverse l'Amérique latine encore aujourd'hui, de Mexico à Santiago, en passant par Caracas, Cartagena de Indias ou Lima. On a une certaine familiarité avec un modèle urbain qui subsiste encore, alors inégalement, puisque certains centres coloniaux ont été détruits. Et en fait, dans les ordonnances de Philippe II, il y avait le modèle de la place principale de Madrid, hein, et puis ensuite, derrière, un modèle de ville en damier, quadrillé. Et dans ces ordonnances sont réglementées, y compris la largeur des rues, des pâtés de maisons, la forme d'organisation des logements. Donc on a bien une forme d'occidentalisation, hein, du Nouveau Monde. Alain Rouquier disait l'Amérique latine, c'est un extrême occident. D'autres disent l'Amérique latine, c'est une projection de l'européanité. Hein. On a effectivement une imposition là, d'un modèle qui perdure sous des formes diverses jusqu'à aujourd'hui, qui montre bien que finalement la ville s'exporte, ce modèle s'exporte de l'autre côté de l'Atlantique. C'est important parce que la mondialisation ne date pas d'aujourd'hui, que le monde est fait de circulations, que ces circulations sont extrêmement anciennes, que beaucoup de travaux l'ont montré, mais les espaces n'existent pas dans une identité figée, hein, mais sont le fruit constant d'échanges, de branchements, dirait Jean-Loup Amsel, de métissage, de mise en relation, et que donc on ne peut comprendre un espace sans envisager à la fois toutes les influences qui ont contribué à le construire. Et finalement, l'espace, c'est une actualisation permanente, en fait, de ces influences et en même temps de ces projections aussi à l'extérieur. Hein. Donc, il faut penser l'espace par ses relations avec le reste. Donc, la Méditerranée par ses relations avec le reste du monde. Et bien sûr, comme les premières circulations maritimes ont été extrêmement importantes, hein, la mer est un espace de circulation extrêmement ancien. C'est aussi, hein, sur ces côtes, que les brassages sont les plus évidents. D'ailleurs, les villes coloniales ont souvent été construites d'abord comme des ports, hein, puisque c'était par les ports que passaient les échanges, et c'est aussi une des particularités des villes méditerranéennes que d'être des villes-ports. La ville, c'est à la fois le lieu du politique et le lieu de l'économique. Et c'est un lieu donc de création, hein, des inégalités, et c'est un lieu d'expression de la domination. Et la ville coloniale est créée comme une ville ségrégée. Hein. On met à l'écart les Indiens par rapport aux élites. Hein. Donc il y a une séparation de l'espace qui est voulue. Hein. Certains espaces sont exclusivement réservés aux populations blanches, aux colons. D'autres espaces sont réservés aux Indiens, ce qui n'empêche pas qu'il y a quand même des mélanges, hein, dans un certain nombre de lieux. Mais la ségrégation est partie prenante de la ville. Et ces mécanismes ségrégatifs vont évidemment
s'actualiser de manière beaucoup plus vive à partir de l'industrialisation, à partir du 19e siècle. Parce que c'est le moment aussi où vont commencer les processus d'exode rural, où vont arriver de nouvelles populations dans des villes qui ne sont plus réservées aux élites, et où la séparation entre la ville des colons ou la ville des bourgeois et les campagnes ou les reducciones ou les villages où étaient cantonnées les autres populations, cette distinction ne tient plus. Et l'industrialisation, c'est vraiment l'avènement, disons la massification en fait, de ce processus de ségrégation urbaine qui est complètement constitutif de ce qu'est la ville aujourd'hui encore. Alors, il est difficile, je pense, de parler de modèle dominant pour la ville. Il y a actuellement un courant de pensée qui invite à la fois désoccidentaliser la pensée sur la ville, à essayer de défaire la pensée sur la ville des paradigmes de la modernité, du développement qui ont été toujours associés à la pensée urbaine, et à essayer de penser la ville dans sa dimension ordinaire. La ville comme étant quelque chose d'ordinaire, permet d'essayer d'éviter de penser qu'il y aurait un modèle dominant qu'on voudrait imposer. La ville est le fait, est le fait de formes diverses qui vont s'actualiser dans le temps. On peut dire aussi que la ville, c'est du temps cristallisé ou précipité, pas forcément un palimpseste, mais plutôt un affleurement de strates qui... un peu à la manière de l'érosion qui fait affleurer des couches géologiques, fait affleurer différents éléments qui s'actualisent. Et on a différentes formes ou différentes influences, peut-être plutôt que différents modèles. Mais effectivement, on a la ville européenne médiévale avec ses quartiers de petites rues entrelacées, plutôt sur la rive nord de la Méditerranée, au sud le modèle de la ville arabe, des médinas, qui sont aussi extrêmement particulières et le fruit aussi de leur époque, des modes de vie de l'époque. Ensuite, on a évidemment un modèle colonial qui s'est beaucoup développé, celui de la ville moderniste, hygiéniste, puis fonctionnaliste, avec la pensée haussmannienne sur la ville, puis les influences au XXe siècle du zoning, de l'époque de Le Corbusier, etc. Donc on a différents modèles. Et puis, il y a aujourd'hui ce développement de formes urbaines, de formes architecturales, de formes urbaines qui sont portées par des grands groupes d'architectes, par des promoteurs immobiliers, qui sont des groupes de plus en plus internationalisés. Alors je dirais que peut-être un des paradoxes presque de la ville contemporaine, c'est qu'à la fois il y a effectivement des formes d'uniformisation qui sont très nettes, liées justement à la circulation de producteurs de la ville, c'est-à-dire d'architectes, de promoteurs, de compagnies privées, de grands groupes qui produisent, que ce soit des routes, des centres commerciaux, des complexes immobiliers, qui circulent dans le monde entier et qui vont produire cette uniformisation. Et en même temps, à l'intérieur des villes, on a des processus d'hétérogénéisation qui sont assez forts, puisqu'on a un creusement des inégalités en fait, dans ces espaces urbains, avec différentes formes de production de la ville qui coexistent. Avec justement à la fois cette dimension de temps précipité, c'est-à-dire que cette uniformisation-là ne se supplée pas complètement à ce qu'étaient les villes avant ce processus. Et en même temps, on a toujours d'autres formes plus informelles de production de la ville qui restent aussi très importantes, et des formes de résistance aussi, des processus de résistance à cette uniformisation urbaine contemporaine. Oui, bien sûr. Alors, on a aussi parlé
du passage de ce qu'on appelait la ségrégation urbaine à la fragmentation de la ville. C'est-à-dire que la ville ségrégée, finalement, c'est une ville qu'on a souvent décrite comme une ville qui fonctionne comme un tout. C'est une ville qui est organisée, qui est régie par des mécanismes économiques, qui a fonctionné très bien à l'époque fordiste, avec des dominants, des dominés, une organisation sociale finalement où chacun avait sa place dans des mécanismes de domination et de ségrégation. Et avec le passage à l'économie post-fordiste, la transformation des économies contemporaines, ce modèle vole un peu en éclats. Et de plusieurs manières. À la fois, la ville se dilue dans l'urbain, puisque, alors qu'est-ce qu'on veut dire par là, la ville se dilue dans l'urbain ? C'est les villes s'étendent, s'étalent. On a plus seulement des processus d'exode rural vers les villes, mais aussi des processus de la ville vers le village, quelque part. C'est la périurbanisation, la suburbanisation, donc le développement de la ville dans des espaces qui auparavant ne l'étaient pas. Et on a une hétérogénéisation forte de la ville avec ce qu'on appelle de la fragmentation. De la fragmentation, ça veut dire que... alors c'est un processus complexe qu'on peut décrire sous ses formes spatiales. C'est aussi de la juxtaposition dans des espaces très proches, d'espaces qui sont de formes qui sont extrêmement différentes. La juxtaposition d'un ensemble résidentiel fermé avec un bidonville, par exemple. Et ça, on peut le voir y compris à Marseille, puisqu'on a à Marseille... la résurgence de formes de bidonvilles, notamment de bidonvilles occupés par des migrants et par des populations roms qui n'ont pas de place et qui se trouvent juste à côté de l'autoroute, juste derrière un des emblèmes de la ville marseillaise aujourd'hui, qui est cette tour CMA-CGM qui représente justement cette uniformisation des waterfronts et cette revalorisation en fait, des fronts de mer, par exemple. Donc, cette fragmentation, c'est aussi une fragmentation sociale, c'est-à-dire des groupes qui n'ont pratiquement plus rien à voir les uns avec les autres et qui vivent en fait dans la proximité, dans des mondes qui sont des mondes extrêmement différents, qui ne se parlent pas. Ce modèle de la fragmentation urbaine, c'est cette idée, plutôt qu'un modèle de la fragmentation urbaine, c'est beaucoup développé depuis les années 1990 pour décrire un petit peu justement ces processus extrêmement inégalitaires de la ville contemporaine. C'est notamment Milton Santos, qui est un géographe brésilien, qui est spécialiste de Sao Paulo, qui est quand même une des plus grosses métropole mondiale, qui a décrit ce processus de fragmentation pour illustrer aussi cette juxtaposition incroyable entre des complexes résidentiels, privés, fermés, des immeubles au-dessus desquels on a des hélicoptères qui amènent les élites dans des appartements tout à fait exclusifs, et la juxtaposition de ça et de favelas ou de bidonvilles autoconstruits. Donc c'est aussi cette proximité très antagonique qui caractérise la ville d'aujourd'hui. Alors bon, la pensée sur Marseille, en fait, elle doit énormément à Marcel Roncaiolo, qui est quand même le géographe qui a construit cette somme énorme sur les grammaires d'une ville et qui reconstitue justement à la fois, qui montre comment le temps permet, l'histoire de cette ville permet de comprendre aussi cette grammaire actuelle, ces grammaires actuelles de la ville, souvent présentée comme une ville extrêmement duale, en fait, opposant une ville au nord de la Canebière et du Vieux-Port plutôt populaire, cette ville ouvrière, cette ville du port, cette ville des quartiers populaires, des cités, à une ville du sud, beaucoup plus bourgeoise, dans ses collines, avec la proximité des plages, en allant vers le parc des Calanques, etc. Cette dualité est à revoir aujourd'hui de façon très importante par des dynamiques de fragmentation qui sont également à l'œuvre dans cette ville. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a plus d'inégalité nord-sud, mais on a aussi beaucoup d'autres choses qui se passent. Il y a beaucoup d'espaces qui ont été ouverts à l'urbanisation à Marseille depuis une quinzaine d'années.
il y a eu un processus très important de fermeture d'espaces résidentiels, de création d'ensembles résidentiels fermés relativement sur des modèles avec des promoteurs urbains relativement des promoteurs immobiliers mondialisés, on pourrait dire. En même temps, des processus de fermeture et puis toute une politique très importante qui s'est mise en place avec notamment l'arrivée du TGV à Marseille en 2001, de revalorisation du centre-ville, de reconquête d'un centre-ville qui est un centre-ville, qui est un lieu d'accueil de populations migrantes, qui a toujours été un lieu d'accueil de populations migrantes entre la gare et le Vieux-Port, avec des quartiers emblématiques comme Belzins, comme Noailles, comme Le Panier, et qui connaissent un processus de gentrification. Ce processus de gentrification, eh bien, il s'accompagne aussi de déplacement de populations précaires dans d'autres zones. Et le 3e arrondissement, et en particulier autour du quartier de la Belle de Mai, est un des espaces aujourd'hui qui est... c'est un arrondissement. Les arrondissements de Marseille, c'est 200 000 habitants. C'est un peu plus de 100 000 habitants. Et c'est aujourd'hui, si on le considère comme une entité, l'un des espaces les plus pauvres d'Europe en termes de niveau de vie. Et moi, j'aime beaucoup cet ouvrage, qui est un petit ouvrage de Marie Dombre, qui s'appelle « D'une belle à l'autre ». C'est en fait une femme qui collecte des récits de vie ou des histoires, de trajectoires d'individus. Et elle a beaucoup travaillé dans le 3e arrondissement, où on a à la fois ces vieux villages en fait, de Saint-Mauron, de la Belle de Mai, et puis des grandes cités de logements collectifs qui ont été construits dans les années 50, 60, et qui se sont extrêmement paupérisés, qui pour certains ont fait l'objet de rénovation. Et elle montre en fait cette succession, elle met en scène cette succession de groupes migrants dans cette ville et la façon dont ils se sont appropriés aussi cet espace. Parce que la ville, ce n'est pas du tout que de la production, on pourrait dire... c'est pas que de la production formelle, dominante. La ville, c'est aussi de la production par le bas. Et c'est aussi parce qu'elle est vécue par des groupes divers qu'elle s'incarne et s'actualise en permanence. Alors, à la fois, c'est un peu paradoxal parce que le cosmopolitisme, c'est effectivement aujourd'hui quelque chose de très vendeur. La ville mondiale, c'est une ville cosmopolite, forcément. C'est une ville où doivent cohabiter des populations très diverses. Ça a contribué à construire aussi l'image de Marseille, cette ville-port, cette ville accueillante par laquelle sont arrivées des populations de toutes les rives et de toutes les régions du monde à différentes époques. Et en même temps, dans les espaces les plus précaires de cette ville, et dans le quartier de Belzins, dans le quartier de Noailles, à la Belle de Mai, dans les quartiers nord, c'est là où on a aussi les cohabitations les plus importantes finalement de populations extrêmement diverses. Et c'est pas forcément dans la ville vitrine en fait, dans les espaces qu'on met en avant, qu'on revalorise et qui sont gentrifiés, que la diversité ethnoculturelle, on pourrait dire, est la plus grande. Donc c'est aussi dans cette ville, dans la ville précaire, la ville populaire, que l'on a finalement dans le quotidien les cosmopolitismes, on pourrait dire, subalternes, enracinés, les cosmopolitismes vernaculaires finalement du quotidien, qui sont les plus vifs. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit, parce que le cosmopolitisme, c'est pas un modèle forcément du bien vivre ensemble dans la diversité. Le cosmopolitisme, c'est empreint aussi de tensions, de conflits et de violences. Le mythe du cosmopolitisme, c'est quand même quelque chose d'assez enraciné dans l'histoire de Marseille. C'est quelque chose qui remonte à la fondation de la ville, ce mythe de la rencontre entre Gyptis et Protis. C'est quelque chose qui est politiquement construit aussi. C'est quelque chose qui renvoie aussi à beaucoup de modèles de ville-port. Et je pense qu'en Méditerranée, ce modèle cosmopolite, il est assez développé. Comme il a été très développé par exemple à Alexandrie, au Caire, des villes qui ont été présentées comme étant très cosmopolites à certains moments de leur histoire. Donc c'est à la fois une réalité, mais c'est à la fois aussi un discours politique qui vise aussi, porté par des politiques, qui visent à finalement
laisser penser qu'on peut vivre ensemble dans cette diversité, et le cosmopolitisme cache bien sûr de profondes inégalités, de la même manière que le mythe du métissage contribue aussi à cacher de profondes inégalités, de profondes formes de domination sociale très fortes, en donnant l'illusion que nous sommes dans un monde du côtoiement et du divers, alors que les mécanismes de domination sont extrêmement profonds et d'exclusion du coup. Alors, il y a plusieurs acceptions de l'espace public. L'espace public, au sens de Habermas, c'est l'espace politique. C'est la sphère publique, l'arène de la police, de la cité, c'est-à-dire l'espace du citoyen. Et puis, il y a l'espace public quotidien, qui est, je trouve que souvent, il a été défini comme étant par deux caractéristiques, cet espace public. Il doit être à la fois accessible à tous, et en même temps, c'est un espace dans lequel l'intimité ne peut pas être exposée. C'est un espace, en fait, quelque part, un espace d'anonymat, cet espace public. Donc, anonymat et accessibilité, c'est les deux caractéristiques de l'espace public. Et ce qu'on observe dans la ville contemporaine, c'est qu'effectivement, on a des formes de privatisation très fortes de l'espace public. À la fois parce que les espaces publics se déplacent. On a aujourd'hui un modèle des centres commerciaux, par exemple, qui sont devenus des espaces extrêmement importants pour les loisirs des jeunes, des citadins, qui sont des espaces privés, aux entrées réglementées. On est contrôlé quand on rentre dans un centre commercial, donc ne rentre pas forcément qui veut. Donc il y a des formes en fait, d'espaces publics privatisés qui sont de plus en plus importantes. Et puis il y a des formes de contrôle aussi sur l'espace public. Et en ce sens, l'aménagement de l'espace public urbain est construit de telle sorte qu'il puisse en influencer les usages. Ainsi, par exemple, on crée un espace public dans lequel on enlève tous les bancs et toutes les possibilités de s'asseoir. On va créer un espace public de circulation pour empêcher la fixation de certains groupes. Maintenant, l'espace public accessible à tous et non approprié, puisque c'est le propre aussi de l'espace public, est quand même un espace qui est assez rare et qui est un espace qui peut-être est un petit peu mythique, puisque les espaces publics de quartier sont des espaces publics qui sont appropriés par les gens du quartier, et où si un inconnu s'y présente, il pourra être regardé de travers, ce qui n'est pas le propre de l'espace public urbain. Mais on a aussi des espaces publics urbains dans les zones centrales qui restent des espaces qui sont finalement appropriables par tous et d'une certaine façon par personne, qui symbolisent peut-être quelque part la ville. Le vieux port de Marseille est peut-être aussi un de ces espaces, même si on en a enlevé toutes les bancs et les formes d'appropriation. Et puis, certains espaces publics ont conservé une fonction politique très importante. Quand on pense aux révolutions des années 2010 sur la rive sud de la Méditerranée et au rôle très important de la place Tahrir, par exemple, au Caire, ou de Taksim à Istanbul, de ces places qui ont été des lieux de mobilisation, d'expression politique du peuple. Donc l'espace public peut conserver une fonction de revendication très forte, et je pense en particulier à ces espaces qui symbolisent justement la centralité, le pouvoir et peut-être les identités nationales aussi. Moi, j'aime beaucoup définir en fait l'espace à partir de plusieurs entrées. C'est-à-dire que l'espace, c'est à la fois un espace de vie, c'est-à-dire un espace qu'on pratique et qu'on perçoit au quotidien. L'espace, c'est à la fois un espace qui est conçu, c'est-à-dire un espace finalement des représentations de l'espace, c'est l'espace de la production urbaine, des savants, des architectes, des promoteurs. Et puis l'espace, c'est aussi quelque chose qui est imaginé, qui est vécu, c'est-à-dire qui intègre aussi l'imaginaire des individus. Cette espèce de trilogie de la compréhension de l'espace, c'est Henri Lefebvre qui l'a notamment beaucoup théorisé, ça a été repris beaucoup par la suite. Elle permet de comprendre en fait comment finalement l'espace conçu, l'espace, c'est-à-dire cette ville promue par des groupes, n'existe pas en tant que telle, en fait. Elle est aussi vécue, incarnée, appropriée, transformée. Donc, plus que des conflits,
c'est finalement, enfin, il peut y avoir des conflits, mais on a beaucoup de réappropriation, de détournement de certaines formes, avec des choses qui peuvent être extrêmement variables. Je pense par exemple à cet ouvrage de photographie. Alors c'est pour ça que j'ai amené des ouvrages aussi qui portent à la fois sur des discours, sur des photographies, sur des récits de vie, parce qu'ils incarnent justement un petit peu cette pluralité de façon de voir la ville. Et en fait, dans cet ouvrage qui s'appelle Suburbia Mexicana, c'est-à-dire la banlieue mexicaine, on voit en fait des images comme extrêmement monotones de la production de la banlieue mexicaine, comme celle-ci, hein, c'est-à-dire des promoteurs immobiliers qui mettent côte à côte des petits cubes, hein, en fait, dans lesquels vivent aujourd'hui des millions de citadins en Amérique latine, hein, et dans le monde, et qui sont en fait un modèle complètement de non-ville, hein, finalement, là où il y a une absence d'organisation urbaine, une absence de commerce. Et ce photographe met en scène des habitants qui posent en fait, hein, dans cet environnement, avec une vision un peu, une mise en scène qui montre à la fois la difficulté de s'approprier ce genre de lieu, mais progressivement aussi, hein, la façon dont ils vont réussir à transformer ces usages. Donc la ville, c'est pas seulement quelque chose qui est produit par des architectes, par des urbanistes, par des groupes immobiliers. La ville, c'est quelque chose qui est produit aussi par les habitants, bien sûr, hein, et c'est cette co-construction de la ville qui est importante à voir. Donc dans certains espaces, on va avoir des modèles d'imposition dominante qui vont donner lieu à des villes spécifiques. Hein. On va voir le modèle de la ville arabe, le modèle de la ville européenne, le modèle de la ville occidentale, le modèle de la mondialisation de la ville. Mais cette ville est aussi produite par des citadins, des habitants, qui produisent des formes de villes impensées, dirait Michel Agier, hein, des formes de villes informelles, qui sont produites par les habitants eux-mêmes et qui vont, suivant les situations, progressivement être intégrées à la ville par des formes de régularisation, par des formes de consolidation, ou qui vont au contraire être détruites, hein, mais qui vont en général se reconstruire à mesure que les populations arrivent dans les villes. Ce processus est évidemment bien plus fort sur la rive sud de la Méditerranée, beaucoup plus observable, hein, sur la rive sud de la Méditerranée, où la croissance urbaine est beaucoup plus tardive, où l'exode rural est très massif, et où l'incapacité, comme la non-volonté des pouvoirs publics, souvent de gérer, hein, ces populations qui arrivent, eh bien, renforce ces dynamiques de création de villes. Mais on a là, effectivement, une autre forme de production de la ville qui fait complètement partie de la compréhension de l'espace urbain. Le bidonville, c'est bien sûr, hein, la production de la ville, c'est une première organisation de la ville. Le bidonville nous dit aussi beaucoup de choses sur la ville, et les formes de grandes parties de ville sont en fait des formes de régularisation progressive de bidonville. Et comme on peut avoir aussi dans la ville formelle, planifiée, des formes de bidonvillisation, hein, c'est-à-dire des formes de dégradation forte de bâtis, d'espaces qui sont progressivement abandonnés, qui ne sont pas revalorisés. Et c'est justement ça, l'actualisation constante de la ville, hein, ces processus qui peuvent être tout à fait contraires, contradictoires, mais on a aussi, d'une certaine façon, de la todification dans les centres-villes notamment, hein, qui précède justement la phase ensuite de gentrification. Alors, la ville, c'est la diversité et la densité, hein, c'est la coprésence de populations diverses. Elle se construit sur l'apport de populations qui circulent. Aujourd'hui, ces populations qui circulent avec la mondialisation des migrations sont de plus en plus importantes. On sait que les migrations internationales, à 90%, sont dirigées aujourd'hui vers les villes. Donc les villes sont de plus en plus
cosmopolite de fait, hein, c'est-à-dire cosmopolite au quotidien. Dans ce cosmopolitisme, différentes formes, finalement. On va avoir à la fois des espaces de la ville générique qui vont se retrouver dans les villes de la Méditerranée comme du reste du monde, hein, avec des espaces génériques comme les aéroports, les grands hôtels internationaux, les grands centres commerciaux, ou certains types de populations qui sont les élites circulantes de la globalisation, hein, finalement, se retrouvent dans un univers qui est extrêmement uniforme. Et en même temps, on a aussi cette forme de mondialisation par le bas, hein, qui sont aussi cette circulation très importante des travailleurs précaires de la globalisation qui font aussi vivre, hein, nourrissent aussi ces villes, qui créent des quartiers cosmopolites dans lesquels on va aussi retrouver de l'ethnique, hein, par exemple les quartiers chinois, hein, qu'on retrouve dans le monde entier, et que ce soit à Madrid, même à Marseille, avec l'influence croissante des commerçants chinois dans le quartier de Belzins. On a des formes d'ethnicisation en fait, de certains espaces et des successions, hein, d'espaces qui deviennent progressivement cosmopolites avec des formes de coexistence pacifique ou très tendue, hein, entre des groupes. Et ce sont ces mouvements qui, aujourd'hui, construisent la ville. Donc parler d'identité urbaine, c'est parler d'identité obligatoirement au pluriel, hein, même si les villes peuvent avoir des paysages, peuvent donner lieu à des formes d'expression qui sont singulières, hein. Elles sont complètement traversées par des flux, du plurilinguisme, des échanges qui en font des espaces cosmopolites de fait. On peut voir, bien sûr, d'un côté la ville par le haut, qui est la ville produite par des architectes, des groupes, par le capitalisme, hein, cette ville mondialisée et uniformisante d'une certaine façon. Et puis cette ville plutôt impensée, cette ville par le bas, cette ville construite par le quotidien des populations qui occupent la ville, par ces citadins en fait. Et la ville ne peut se comprendre que dans la rencontre entre ses habitants et ses producteurs. Et si l'on voulait avancer vers une ville de demain qui soit peut-être moins inégalitaire, hétérogène, hein, c'est justement dans le dialogue, hein, finalement, entre ceux qui produisent la ville par le haut et ceux qui la vivent, qu'on pourrait peut-être trouver des formes d'évolution de la ville aujourd'hui. C'est toujours difficile de faire de la prospective. Les tendances actuelles vont un petit peu toutes dans le même sens. C'est-à-dire qu'on a une uniformisation très forte, hein, par le biais de la domination du modèle capitaliste et relativement prédateur, hein, sur la ville, qui contribue à créer des espaces extrêmement uniformisés, homogénéisés, des centres-villes gentrifiés, des waterfronts, des ensembles résidentiels fermés de plus en plus nombreux, des grands centres commerciaux, des autoroutes, des modèles aussi de nouvelle durabilité de la ville, avec cette ville du tramway, cette ville dense vers laquelle on revient, qui explique aussi la gentrification des centres, qui va de pair, et en même temps des formes d'exclusion extrêmement importantes. Donc ces inégalités urbaines, il me semble, étant donné l'importance de la circulation des populations, la façon dont vit aussi ce modèle, je pense qu'elles vont s'accentuer dans les années à venir. Donc ce n'est pas une vision extrêmement positive de la ville, mais en même temps, je pense que le cosmopolitisme incarné, pratiqué dans la ville, est une vraie réalité aussi, et que c'est aussi une source de richesse pour demain. L'histoire longue, ou faire de l'histoire dans la longue durée, c'est important d'abord parce que ça permet de sortir du prisme de l'événement et de cette notion de crise, hein, de l'idée qu'aujourd'hui tout est nouveau, exceptionnel,
qu'on est en état finalement de crise permanente. Donc la mise en perspective historique est extrêmement importante pour pouvoir mettre en perspective les événements par rapport au temps long, parce que les phénomènes que nous vivons aujourd'hui ne sont pas nouveaux, parce que la mondialisation, par exemple, est extrêmement ancienne, la migration est un phénomène extrêmement ancien, la ville est aussi quelque chose de très ancien, parce que comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi s'appuyer sur ces affleurements justement du passé, comme ces affleurements géologiques, c'est-à-dire que les strates de la ville contemporaine sont aussi le fruit de ce qu'il a construit par le passé, et également parce qu'il est extrêmement important de comparer les choses. La comparaison, c'est un aiguillon indispensable de la pensée. Marcel Détienne disait il faut comparer l'incomparable. Et il disait comparons ce qui est le plus dissonant pour que les choses entrent en résonance. Et la comparaison, c'est à la fois ce qui permet évidemment de dégager le structurel du conjoncturel, la singularité des processus plus généraux. C'est aussi ce qui permet de prendre de la distance par rapport à l'objet que l'on regarde. Et c'est aussi ce qui permet de comprendre, finalement, de lutter contre les identités figées par la mise en relation des choses. Et l'histoire est comparée, c'est pas seulement comparé dans l'espace, c'est aussi comparé dans le temps. Donc cette dimension de la longue durée est tout à fait importante, et c'est aussi une dimension qui réconcilie l'histoire et la géographie, et on doit beaucoup à l'école des Annales pour ça, évidemment, de Braudel, Roncaiolo, etc., qui ont permis de comprendre cette dimension.